Dans la section 5.7, là, application du calcul vectoriel à la topométrie, ben, on reprend un peu ce qu'on a fait à la section précédente où on a bien défini la différence qu'il y avait entre l'orientation au sens trigonométrique et topométrique. Mais on fait plus que ça, on fait vraiment un retour sur tout ce qu'on a vu sur le chapitre des vecteurs et on l'applique à la topo, à votre cours de levée topométrique, en particulier pour des cheminements polygonaux. Donc, un cheminement polygonal avec différentes stations, dont habituellement, on est capable de trouver un référentiel dont on connaît la coordonnée ici, et des stations qui suivent, donc des lectures. Et là, ce qu'on fait habituellement dans le cheminement polygonal, on s'intéresse à calculer à partir des angles entre différentes stations. Bien, on cherche à trouver le gisement pour par la suite être capable de trouver les coordonnées de chacune de ces stations. Les coordonnées, c'est toujours par rapport à un référentiel 0,0. Donc là, le référentiel peut changer d'un pays à l'autre, d'un système à l'autre, mais il faut bien comprendre que lorsqu'on dit qu'une station a comme coordonnées X, I, Y, I, donc une station I, ben, c'est une station, la IM station, c'est une station quelconque sur le chemin. Donc, de manière générale, le I, c'est n'importe quelle valeur entre 1, 2, 3, 4. Donc, c'est une station quelconque dont on est capable, dont on exprime, dans le fond, son emplacement à l'aide d'un système de coordonnées rectangulaires où le 0,0 peut être défini, règle générale, là, on a l'équateur, puis on a un certain méridien là, qui sert de référence. Eh bien, comme vos appareils souvent peuvent vous donner des distances et des angles entre les stations, ça va faire en sorte qu'il faut être en mesure de travailler en coordonnées polaires pour, par la suite, être en rectangulaire et vice-versa. Mais on l'a fait au sens trigonométrique, on va devoir le faire au sens topométrique. Donc, je rappelle que en trigo, l'angle au sens, donc ici, le 0 trigonométrique est ici, alors qu'en topo, le 0 topométrique est le nord, et l'angle alpha et l'angle qu'on utilise, donc le gisement, et l'angle qu'on utilise pour, par la suite, calculer les coordonnées en X et en Y. La valeur de R, qui est la longueur du vecteur, va être en topo utilisée par le symbole DH, donc distance horizontale. Cela fait en sorte que lorsqu'on regarde ici notre triangle rectangle au sens topométrique, ben, alors qu'en trigo, on avait X qui valait R cos θ, ben, au sens topo, X sur R, qui est plutôt X sur DH, à vrai dire, donc le côté opposé de mon angle alpha sur l'hypoténuse, ça, ben, opposé sur l'hypoténuse, c'est la valeur du sinus d'alpha. Alors que Y sur R, qui est dans le fond, on devrait plutôt dire Y sur DH en topo, c'est cos sur alpha adjacent sur hypoténuse. Donc, une coordonnée X, Y au sens topométrique, on va plutôt utiliser la formule suivante. Donc, la raison pour laquelle on utilisait cos θ au sens trigo, mais sin alpha au sens topo, ben, ça vient du fait qu'on n'a pas le même triangle rectangle. Notre référentiel d'angle n'est pas le même. Donc, par rapport à un référentiel 0, 0, on sait que le point B est à une longueur de 8 mètres. Donc, DH égale 8 mètres. Et l'angle alpha, le gisement, ici, c'est tout cru dans le bec. C'est donné, c'est juste une application. Donc, quelle est la coordonnée x, y ici? Bien, x, y, ça va être tout simplement, donc on applique la formule, dh, 8 fois sinus de 35 et 8 cos de 35. Donc, on est en degrés. On calcule ça. On obtient 4,59 et 6,55. Donc, la coordonnée en XY de mon point B au sens topométrique. Bien, au sens topométrique. Si on voulait le faire au sens, donc la réponse est ici, là, mais on aurait la même coordonnée, soit dit en passant, au sens trigo. C'est juste qu'on serait allé chercher
Hein, l'angle qui est ici, qui est 90 degrés moins 35. Donc, 90 degrés moins 35 qui donne 55 degrés. Ben, quelqu'un pourrait vérifier que si on fait, au lieu d'utiliser sin, donc si on fait 8 cos de 55 degrés et 8 sin de... Donc là, je suis plus en mode trigo, juste pour faire un parallèle. On se rend compte que ça donne exactement la même chose qui est là. Donc, vous aurez l'occasion de vous pratiquer dans les exercices. Dans les prochaines minutes, là, je vais conclure. Vous avez des exercices à faire en devoir, mais pour ne pas vous laisser seul là-dedans, là, je vais vous donner quelques petites indications afin de vous aider dans la résolution des exercices. Donc, le numéro 1, j'ai rien à dire, c'est une application directe de l'exemple précédent. Au numéro 2, donc une fois qu'on va avoir passé de coordonnées polaires à rectangulaires, il faut être capable de faire l'inverse, également au sens topométrique. Donc, quelle est la relation qui existe si, par exemple, on vous donne une valeur des coordonnées x, y, puis on souhaite à exprimer ça sous forme polaire? Bien, bien que l'orientation est différente, les longueurs, la relation de Pythagore, elle ne change pas. Donc, R, là, qui est notre DH, distance horizontale, est-ce qu'il est différent au sens topo qu'au sens trigo? Bien, notre triangle, qu'il soit comme ça ou qu'il soit comme ça, x carré plus y carré, ça ne change pas. OK? Donc, notre relation de Pythagore, là, vous allez voir, ne change pas, c'est la même chose. Donc, ça, c'est pour trouver la longueur DH. Il faut trouver notre valeur d'alpha. Donc, ça a déjà été couvert. Au lieu de faire y sur x, on doit faire x sur y plus un certain ajustement selon le cadran. Donc, ça, vous avez un résumé des ajustements qui sont faits. Mais c'est exactement ce qu'on a vu à la section 5.6. OK? Donc, rien de nouveau. Donc, dans la question ici, on a un vecteur qu'on veut convertir sous forme polaire topométrique. Ben, trouver la relation de Pythagore pour appliquer pour trouver la longueur. Puis l'angle alpha, ben, on fait ce qu'on a fait à la section 5.6, arctane, puis on regarde selon le cadran l'ajustement qu'on a à faire. Bon, le prochain exemple, je m'attarde un peu plus là, pour vraiment démêler là, conceptuellement ce qui se passe. Donc, imaginez-vous qu'on a un cheminement polygonal entre une station 1, 2, 3, 4, 5, donc une IM station. On commence d'abord entre deux stations. Pour bien comprendre comment la théorie est construite, un vecteur W peut être utilisé pour représenter l'accroissement, donc le fameux delta X, delta Y, de la station 1 à la station 2. Donc, on va demander éventuellement de tracer la station W, qui est ici. Pas la station, mais le vecteur W. Et parce que la station 1, x1, y1, c'est comme si on exprimait, donc imaginez-vous une coordonnée x1, y1 quelconque, c'est toujours par rapport au référentiel. x2, y2, c'est par rapport au référentiel. On ne va pas s'intéresser tant que ça à savoir c'est quoi la distance en x et en y par rapport à l'équateur, par rapport à un méridien quelconque, mais plutôt quel est l'accroissement entre chacune des stations en x et en y pour être en mesure par la suite, à partir d'une station, d'un delta x, d'un delta y, de trouver la coordonnée de la station suivante, puis de la station suivante, puis de la station suivante, etc. Donc, on se rend compte que, dans le fond, le vecteur V, qui est la station 2, c'est la même chose que méthode du triangle, U plus W. Où je m'en vais avec ça? Mais ça me permet de dire que V qui est égal, dans le fond, comme coordonnée x2, y2, ma station 2, bien, à partir de la station 1, si on fait x1, y1 plus delta x, delta y, ça fait en sorte, avec ce qu'on a vu sur les vecteurs, que la station x2, y2, c'est tout simplement x1 plus l'accroissement x, x2 plus l'accroissement y1 plus l'accroissement en y. Donc ça généralise dans le fond ce que vous avez souvent déjà vu en topo dans votre cahier de notes. Vous aurez l'occasion ici de vous exercer à le faire. Je vous laisse le faire. Et ensuite, ce qui va être le cas jusqu'à la fin de nos exercices, on généralise. Qu'est-ce qui se passe entre deux stations I-1, I? Donc, il faut comprendre ici qu'est-ce que j'entends par, au lieu de marquer 1, 2, 3, 4, 5, en quelque part, il y a une station qui s'appelle I-1, puis la suivante, c'est sûr qu'elle s'appelle I. Ça peut être la station 2 puis 3, la station 4 puis 5, la station 12 puis 13, I-1, puis la suivante, c'est I.
on sait qu'il y a un accroissement entre les deux, qu'on va éventuellement calculer. Puis comment on note cet accroissement? C'est un accroissement x entre la station I-1, virgule I. Donc, si je reprends les notations qui sont indiquées dans votre livre de levée topométrique. Donc, l'accroissement entre la station 1 puis 2, 2 puis 3, 3 puis 4, peu importe, on pourrait dire que c'est de façon générale entre I-1 et I. Bien, on peut donc dire que si on veut aller à la station, connaître les coordonnées de la station I, en X et en Y, on a simplement à partir de la station I-1 et d'additionner l'accroissement qui existe en X de I-1 à I, et d'additionner la coordonnée en Y, I-1, et d'additionner l'accroissement qu'il y a en Y. Donc, je généralise ce qui se passe entre la station 1 et 2 qu'on a faite ici pour n'importe quelle station I-1 et I. Donc, ça va nous donner une formule générale. Vous avez ici, dans le fond, un beau schéma qui l'illustre. Bien, imaginez-vous qu'à la place de vouloir connaître la coordonnée entre les deux stations, on les connaît déjà, ces coordonnées-là. Si on connaît ces deux coordonnées-là, on est plutôt intéressé à trouver delta X et delta Y. Ben, la théorie sur les vecteurs nous dit qu'étant donné que W par rapport à U et V, donc là, je reviens à mon schéma du début ici, là. Donc, W est égal à V moins U. Ce qui nous confirme, dans le fond, que W, là, qui est égal à delta X, delta Y, on va être capable de trouver delta X et delta Y de manière générale en faisant la soustraction entre YI et YI-1, XI et XI-1. Donc, je vous laisse un peu démêler tout ça en lisant les questions. Ici, on est en train de généraliser, dans le fond, des choses qu'on sait déjà sur les vecteurs. Là où ça commence à être intéressant, donc, lorsqu'on veut, ce vecteur W, là, qui est notre vecteur déplacement entre deux stations, si, par exemple, puis c'est intéressant peut-être de regarder l'exemple, si on cherche à connaître le gisement, l'angle qui est donné entre deux stations dont on connaît les coordonnées, comment on va faire pour trouver ça? Bien, ça revient à l'exprimer sous forme polaire. Quelle est la longueur? Bien, on sait que DH, de manière générale, on l'utilise avec la relation de Pythagore. L'angle alpha, de façon générale, ça va être arc tangente. Maintenant, bien, on essaie d'utiliser la bonne notation, c'est-à-dire que le arc tangente ici, ça va être de delta xi-1 à i sur delta yi-1 à i. Ce que je dis là, c'est juste qu'entre deux stations générales, le déplacement en delta x et en delta y, c'est ce qui me permet de trouver mon angle. Donc, rien de nouveau encore une fois, on fait juste changer la notation de façon à généraliser notre concept. Donc, imaginez-vous qu'on a un vecteur qui est sous forme rectangulaire. Donc, ici, par exemple, le vecteur AB là, qui est représenté par mon vecteur U, je suis capable de trouver le delta x. Ça va être 160 moins 120, puis 100 moins 75. Quel est l'angle, quel est le gisement ici, quelle est la longueur? C'est tout simplement d'exprimer le vecteur sous forme polaire, donc trouver le DH et l'angle alpha. Bien, ça revient à faire exactement ce qu'on faisait à la section précédente. En CDE, c'est l'inverse. Donc, je ne connais pas les déplacements en X et en Y, donc le delta X et le delta Y entre deux stations, mais je connais la valeur de alpha, puis je connais la distance entre les deux stations. Donc, le vecteur W, là, qui est mon fameux vecteur déplacement, je cherche à l'exprimer sous forme rectangulaire. Bon, c'est juste une généralisation de ce qu'on a fait. Donc, vous savez déjà que, de manière générale, le delta xi-1 à i, donc passer de la station i-1 à i en x, bien, avec nos triangles rectangles, on avait défini précédemment que c'était égal à la chose suivante. Puis là, je vous laisse compléter le reste pour le y. Mais ça fait en sorte que si on connaît la coordonnée d'une station i-1, je suis en mesure, quand je connais le delta x,
entre la station I-1 et I, je suis en mesure de connaître la coordonnée en X de la station suivante. Hein, je vais faire quoi? Je vais faire, donne-moi la coordonnée XI-1. Je vais ajouter des H. Donc ça ressemble beaucoup à ce que vous faites dans votre cahier de notes, dans votre relevé planimétrique, là. Et ça va vous donner la station suivante. Donc, on peut faire, je répète, la même chose en YI. Je vous laisse y arriver. Bien, un exemple de ça, de ce que vous avez à faire, se retrouve ici. Donc, à chaque fois, dans votre cahier, on a une station, on connaît ses coordonnées. Je veux savoir quelle est, ici, mettons, la valeur en la station suivante, XI est égal à quoi, puis la station YI est égale à quoi. Bien, pour ça, 123, je vais lui additionner un delta X quelconque, puis 12, je vais lui additionner un delta Y quelconque. Mais ces valeurs-là, delta XI-1 à I, delta YI-1 à I, pour les trouver, vous avez besoin de la valeur de alpha et la valeur de DH. Vous utilisez les formules et boum, vous trouvez le point suivant. Et là, si à chaque fois vous avez les gisements, si à chaque fois vous avez la distance entre les deux points, vous êtes toujours capable de trouver la station suivante, la station suivante, la station suivante, ainsi de suite. Mais justement, la raison pourquoi je vous ai fait faire ça, depuis le début, là, j'espère que vous aurez compris que le gisement que vous utilisez en relevé topométrique, c'est la même chose que mon angle alpha. Donc, par rapport au nord, j'ai un vecteur, l'angle alpha ici, c'est rien d'autre que le gisement. De manière générale, vous allez toujours avoir sur le terrain, là, dans votre relevé, deux repères géodésiques dont les coordonnées sont connues. À partir de deux coordonnées connues, vous avez un vecteur sous forme rectangulaire. Donc, vous êtes toujours capable de trouver le gisement de la station de référence. À partir de ce gisement-là, vous êtes en mesure de trouver toutes les autres coordonnées avec ce qu'on a vu depuis le début du cours. Donc, votre appareil, vos instruments de mesure vous donnent toujours le moyen de trouver la distance entre deux stations et vous donnent toujours l'angle d'une station à l'autre. Mais là, le 150, faites attention, ce n'est pas le gisement, là. Puis ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de faire sur les vecteurs. Si je vous donne l'angle alpha ici, vous additionnez 150 degrés, vous soustrayez 180, c'est la petite formule pour trouver le gisement ici. Et si vous connaissez le gisement qui est là, et que vous connaissez la station XI-1, YI-1, vous êtes capable de trouver la station suivante. Ici, vous trouvez l'autre gisement, vous êtes capable de trouver la station suivante. Tout le temps en calculant à chaque fois le delta X et delta Y, le delta X et delta Y, delta X et delta Y à chaque fois. Donc, quand vous avez votre relevé là, dans vos relevés planimétriques, vous avez différentes petites colonnes, un pour delta X, un pour delta Y, un pour XI, XI-1, YI-1, etc., etc. Puis finalement, vous fermez votre polygone. Bien, c'est exactement ce que je suis en train de vous faire là. Ça va conclure notre étude des vecteurs appliqués à la topométrie.